Bonjour, une nouvelle émission des Bécauses. Nous avions le tome 1 de ces Bécauses par rapport à cette crise Covid, des vies brisées qu'il a bien fallu reconstruire. Et puis nous entamons le tome 2, on va dire, et qui aura pour titre Que sont-ils devenus? Que sont devenus ces soignants? Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un soignant. Nous avons une personne qui finalement essaye de comprendre ce qui s'est passé depuis le début de cette crise et aussi bien avant cette crise. Comment tous ces processus ont fait que du jour au lendemain, on a considéré tous ces soignants comme des héros et ensuite comme des Kleenex, puisque l'on les a mis presque à la poubelle. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Laurent, bien sûr, beaucoup te connaissent, tu es sociologue. Peut-être tu peux nous dire un petit mot sur ce que tu étais, sur ce que tu es maintenant depuis cette crise Covid, parce que tu as écrit d'innombrables ouvrages. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, ou que plus exactement, que pense le sociologue par rapport à cette crise que nous vivons depuis au moins 4 ans? En combien de dizaines de secondes tu veux que je résume les 3 bouquins que j'ai écrits? Les secondes seront décomptées qu'à la fin, quand on n'aura plus rien à dire en fait. Bon, si je parle directement, non pas de moi, mais de ce que j'ai écrit et qui tourne autour du concept de doxa du Covid. Par exemple. Alors je vais commencer par, c'est ma minuscule victoire d'ailleurs, ça d'avoir réussi à populariser cette expression de doxa que tout le monde reprend, c'est très bien. L'expression n'est pas de moi, je l'ai juste adaptée à la situation parce qu'elle est éclairante, c'est un concept qui permet d'éclairer. Donc c'est un vieux concept philosophique qui a été importé en sociologie par un de mes maîtres qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui est un des sociologues français les plus importants du demi-siècle écoulé, même plus. La doxa, ça désigne, à un premier niveau, c'est le discours des dominants, à un moment donné, sur un sujet, quel qu'il soit. Voilà, c'est la parole des dominants. Mais, et qui s'adresse au reste de la population et qui cherche à imposer son discours. Pour aller un petit peu plus loin, donc c'est le discours des dominants, et c'est un discours à travers lequel les dominants s'auto-justifient dans leur position de domination. Concrètement, aujourd'hui, c'est j'ai la connaissance, le reste, c'est pas dit comme ça évidemment, vous stupide populace, vous ne savez pas, je vais vous dire ce qu'il faut penser et comment il faut se comporter. Voilà. Si je dois résumer, c'est un petit peu ça. Et ce discours des dominants sur un objet, quel qu'il soit, aujourd'hui c'est un objet de santé, demain ça peut être un objet sur le climat, ça peut être un objet, j'en sais rien, sur le nucléaire, que sais-je, n'importe quoi, sur l'éducation, sur la sécurité. C'est Tu feras des coupures dans ton montage ou pas? Non, je te dis officiellement, Laurent, il n'y aura pas de coupure parce que l'intérêt des Bécauses, c'est aussi tout ce qui est derrière une émotion, derrière une contradiction. On s'en fiche des émotions, non, on s'en fiche des contradictions. Les émotions font partie de cette petite émission, si tu es d'accord, bien sûr. Mais voilà, parce qu'on nous a tellement dit dans cette doxa que grâce à des coupures justement de certaines interviews, grâce à des coupures, et ce sont les journalistes qui nous disent, mais j'ai pas voulu dire ça parce qu'ils ont coupé un mot. Et on va profiter de cette coupure justement, qu'il n'y aura pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça, au niveau sociologique, tout en reprenant le fil de cette discussion? Est-ce que finalement la sociologie a besoin de coupures quand une personne parle ou émet une opinion? Nous, dans notre métier, si tu veux, c'est pas autant que les psys, mais plutôt avec un autre objectif que les psys, mais c'est au contraire de faire parler les gens le plus possible. C'est l'observation et l'entretien. En gros, on pratique, il y a des méthodes qualitatives, on les appelle comme ça, l'observation, l'entretien, et les méthodes quantitatives, les méthodes statistiques. Voilà. Mais donc, oui, non, faire parler des gens, c'est fondamental. C'est la base. Mais c'est général, je vais le dire autrement. Je considère que l'activité scientifique a pour but, non pas de révéler la vérité ou des mots comme ça, qu'il faut laisser à d'autres ordres de discours, ça a pour but d'essayer de rendre compte de la réalité. Voilà. De dire au fond, comme le disait un vieil animateur de télévision quand j'étais petit, il commençait, je sais plus comment il s'appelait, c'était la minute scientifique du JT des années 80 peut-être, un truc comme ça, et le gars commençait toujours à dire, bon alors telle chose, comment ça marche?
Voilà. Mais je pense que c'est ça, la science. Essayer de rendre compte de comment ça marche, ce qui suppose évidemment de mettre de côté tout type de jugement normatif, tout type de préjugé quel qu'il soit. Voilà. Bon, c'est ça la posture de base. C'est aussi un élément clé de la posture scientifique. C'est la table rase, c'est l'espèce de modestie fondamentale que doit être le métier de chercheur. Ça commençait par dire « je ne sais rien ». Voilà, je ne sais rien, ce qui est une fiction bien sûr, je crois savoir 1000 choses, mais précisément je vais les considérer comme des a priori et les mettre en suspens, faire table rase, commencer une feuille blanche, et pour savoir quelque chose, je n'ai pas la science infuse, pour savoir quelque chose je vais travailler, je vais enquêter. Voilà, je vais monter des dispositifs d'enquête, j'ai une formation pour ça, j'ai des méthodes pour ça, j'ai des techniques pour ça, et petit à petit je vais comme ça éclairer par mes enquêtes certains pans du réel, certains aspects du réel. Chaque méthode permet de découvrir certaines choses, mais à ses limites aussi. Il en faut donc plusieurs, etc. Voilà, c'est ça la posture de base. Est-ce que pour comprendre les choses d'aujourd'hui, est-ce qu'il est important de savoir comment ces choses se sont construites, comment elles sont arrivées, et finalement, est-ce qu'un sociologue, alors peut-être il le fait de lui-même, mais peut-être s'attache-t-il aussi des services parfois d'historien. On n'arrive pas aujourd'hui à Saintes, le 8 mai 2024, par hasard. Tout s'est construit. Donc, est-ce que cette notion de la construction d'un événement, la construction d'un fait, la construction d'une réalisation, est-ce que le côté historique est important pour le sociologue ? Alors pour moi oui, il est même plus qu'important, pour moi il est fondamental. Après je ne peux pas prétendre parler d'autre chose que de mon parcours personnel, mais moi j'ai un esprit qui est fait de telle sorte que je ne peux pas supporter de rester enfermé dans des petites boîtes toute ma vie. D'abord parce que la petite boîte, j'en ai vite fait le tour et je ne vais pas me mettre à tourner comme un rat dans sa boîte toute sa vie. Hein. Voilà, total respect pour les personnes, mais enfin il y a quand même un certain nombre de gens qui passent 35-40 ans de leur vie scientifique, leur carrière, à parler rigoureusement toujours de la même chose. Bon, voilà, ça c'est pas possible. Mais dès ma formation, moi je suis allé butiner dans d'autres disciplines en fait. Donc j'ai eu une formation d'abord en droit au début. J'ai fait une licence de droit à Aix-Marseille. Ensuite, la pédagogie des enseignants en droit de l'époque, en tout cas, m'a vite fatigué. C'est pareil, pourquoi te faire apprendre par cœur un code quand le code existe et te le faire recracher à l'examen et c'est bon, ensuite tu seras un bon juge, un bon policier. Bon, enfin, bref, j'ai fui très vite ce type de bourrage de crâne. Et puis surtout, j'ai compris que la question qui m'intéressait, c'était pas de répéter ce qui était marqué dans le code, c'est de savoir si ça correspondait à ce qui se passait dans la vie réelle. Voilà. Donc j'ai compris que c'était les sciences sociales, mon truc, et pas le droit. Et ensuite, j'ai fait de l'histoire et de la sociologie. J'ai fait les deux. Voilà. Je suis un passionné d'histoire. Je pense que j'ai lu au moins autant, sinon plus, de livres d'histoire que de sociologie dans ma vie. Ça me paraît absolument fondamental. Ça permet tout de suite c'est une des meilleures façons de prendre du recul avec un objet. Voilà, d'arrêter de penser qu'on vit tous les 4 matins un truc nouveau, incroyable ou machin. Pas vrai du tout. La plupart du temps, on répète simplement avec des formes nouvelles. Mais la plupart du temps, on répète des choses qu'on a déjà connues sous d'autres formes. Il faut être capable de les comprendre, les analyser, voir rechercher les petites différences, etc. Donc il y a ça. Je peux même aller plus loin. J'ai aussi, pendant la formation, j'ai cherché à faire des UV, comme on disait, enfin, prendre des options d'enseignement en ethnologie. Pareil, tu vas aller chercher des choses différentes parce que c'est la différence qui te fait comprendre plutôt que de tourner toujours en rond sur le même truc. Et également des cours en psychologie sociale. Et j'avais une prof de psychologie sociale expérimentale, qui notamment, et ça m'a absolument passionné, parce que ça m'a permis en particulier de découvrir toute la tradition de recherche qu'il y a sur les phénomènes de conformisme et de soumission à l'autorité. Et ça aussi, ça m'a été très très utile pour comprendre ce qui se passait pendant la crise du Covid. Voilà, je le savais depuis longtemps. Tu m'as dit tout à l'heure, et peut-être est-ce une force chez toi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, et face à un événement qui pourrait faire peur à d'autres personnes, notamment un accident, du sang, en fait tu es un homme froid, probablement très chaud dans le cœur, et tu es un homme froid. Est-ce que c'est une vraie force qui permet justement d'affronter les éléments peut-être les plus forts? Comment tu perçois cette force, qui peut parfois peut-être être considérée comme une faiblesse, mais chez toi, comment tu la considères, cette froideur face à un fait finalement, qui pourrait être très traumatisant? Ouais. Alors je dirais pas que je suis un homme froid, parce que je ne parlerai pas de mon intimité, mais par contre je suis un intellectuel froid.
oui. Et je pense d'ailleurs qu'on ne devrait pas l'être autrement. On ne peut pas raisonner correctement sur un objet quel qu'il soit tant qu'on a de l'émotion qui vient de parasiter. C'est juste pas possible. C'est la première cause. C'est la première cause de toutes les erreurs, de ce pourquoi 95% des théories qui peuvent exister sont fausses et sont au musée de la science. Enfin voilà, on ne peut pas. Pour moi, je suis comme ça. Hein, j'en fais pas une pétition de principe ou quoi, mais moi je suis comme ça et c'est comme ça que je conçois l'activité scientifique. Il faut être totalement désintéressé, c'est la première chose. À partir du moment où ta parole n'est pas désintéressée, à partir du moment où tu as un intérêt quelconque, mais vraiment quelconque, il n'y a pas que les finances, hein, il y a bien d'autres formes de gratification. À partir du moment où tu as un intérêt quelconque à dire ou ne pas dire telle ou telle chose, pour moi c'est terminé, il n'y a plus de science, terminé. Et la deuxième chose, à partir du moment où ce que tu dis est complètement pris dans des émotions, quelles qu'elles soient, si respectables soient-elles par ailleurs, etc., c'est terminé aussi, tu n'es pas dans la science. Voilà. J'ajouterais qu'ayant beaucoup travaillé dans ma vie sur des questions de criminalité, ayant travaillé souvent, au tout début de ma carrière en tout cas, ayant travaillé même à base d'archives policières, judiciaires, sur des meurtres, sur des viols, sur des histoires atroces, si tu ne peux pas mettre les émotions de côté, tu ne peux pas prétendre faire un travail scientifique, c'est pas vrai. Et je connais mes limites puisque je suis un homme clivé en réalité. Si on revient l'homme, il y a la partie intellectuelle d'un côté, puis il y a l'émotion de l'autre. Et j'essaie de bien séparer les deux. Et quand je sens que je ne peux pas y arriver, je m'interdis de travailler sur quelque chose. Je te remercie, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de dire ces choses-là. Bon, ma vie n'est pas de grand intérêt en soi, hein, mais il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas voulu aller travailler parce que j'ai pensé que je n'arriverais pas à garder mes émotions, à garder le contrôle. J'ai jamais travaillé sur toutes les formes de violence qui sont faites sur les enfants et j'ai jamais travaillé sur la prostitution, la traite des femmes, etc. Parce qu'il y a des sujets, je sais que voilà, tu peux pas travailler sur un sujet quand toi-même tu as des envies de meurtre sur quelque chose, tu vois, sur les proxénètes ou les maltraitants, etc. Donc voilà, mais vraiment je pense que trop peu de gens font ça. Moi j'estime que c'est une discipline de base. Alors du coup, pour reprendre maintenant le fil de ta question, quand cette histoire débarque dans le débat public, pas l'histoire réelle du SARS-CoV-2, dont on sait maintenant qu'il a eu une histoire déjà en 2019, mais quand ça débarque dans le débat public, moi je ne travaille pas là-dessus, donc je suis comme tout citoyen, j'allais dire devant ma télé, non, parce que j'ai jeté ma télévision comme depuis très longtemps, depuis 2002, hein, elle est jetée à la poubelle. Donc voilà, je considère que les médias sont quand même un instrument d'intoxication et de conformisation de masse des populations, sauf évidemment quelques très très rares exceptions très peu connues de quelques petits îlots de journalistes indépendants, mais qui sont peanuts dans la masse générale. Le reste, c'est une énorme machine à conformisation des esprits et à diversion, divertissement et diversion par rapport aux questions fondamentales. Donc, mais bon, je lisais un peu de presse, un peu de machin, bon voilà. Donc comme tout le monde, je vois arriver petit à petit à partir de janvier 2020 cette histoire. Et la première chose, effectivement, c'est que j'ai pas peur, mais j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur et c'est fondamental, bien sûr. J'ai vu un certain nombre de mes collègues, y compris des gens proches que je connais personnellement, je les ai vus vriller complètement, intellectuellement, parce qu'ils avaient peur. Voilà, dire les choses. Et ils n'aiment pas du tout hein, qu'on leur dise, je m'en fiche, je considère que c'est la vérité, donc je continuerai à le dire. Ils se sont fait pipi dessus, et c'est la base. Et ça se comprend. Enfin, à partir du moment où tu as peur de mourir, il n'y a plus de rationalité, c'est terminé. Il n'y a plus qu'une obsession, c'est mon Dieu, comment me protéger, voilà. Mais c'est terminé, il n'y a plus de raison. Il ne faut pas faire semblant de raisonner quand on est dans la peur, c'est pas possible. Je me souviens d'un débat que j'ai eu, un débat, c'est une blague, comment peut-on débattre sur les réseaux sociaux, d'un échange de phrases avec un collègue que je ne connais pas de titre personnel, mais donc, par exemple, c'était très très clair que du jour où il a vu à la télévision les images de cadavres empilés sur des étagères à l'hôpital de Bergame, je crois en Italie, machin, de ce jour-là, c'était fini. Intellectuellement, il y a un certain nombre de choses qu'il ne pouvait plus du tout, même pas entendre. Bon, parce qu'il était pris dans ce truc-là, tu vois, une espèce de... Voilà, bon. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là, effectivement. Mais c'est vrai de ma vie, mes proches le savent, hein, je veux dire, la vue du sang me fait pas peur,
J'ai eu des situations où il fallait réagir dans l'urgence, dans le secours, où j'ai pu le faire là où d'autres personnes étaient paralysées. Entendons bien, j'en fais pas du tout une gloriole, c'est juste que je suis comme ça. Voilà, je suis fabriqué comme ça. Donc la première chose, c'est ça, j'ai pas eu peur. La deuxième chose, c'est que du coup, quand t'as pas peur, tu peux exploiter pleinement ton cerveau, dont les ressources sont quand même extrêmement profondes, extrêmement puissantes. Et donc, une des premières choses que tu peux faire, c'est quand même activer un peu ta mémoire. Et moi, je me souvenais de la crise H1N1. J'avais lu à l'époque le rapport du Sénat, le rapport dirigé par le sénateur Autain en 2010 ou 2011, je ne sais plus la publication. J'avais lu ça, j'avais même enregistré le PDF dans le disque dur de mon ordi parce que pour moi, important à archiver. Voilà. Donc quand ça arrive, tiens, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Parce que ma raison fonctionne et donc elle fait des liens. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième élément qui m'a tout de suite permis d'avoir du recul sur cette affaire-là, mon métier de sociologue de la délinquance, c'est un des aspects de ma vie, un des métiers que j'ai eu, mais c'est celui que j'exerçais là depuis une vingtaine d'années, où j'étais un des spécialistes en France. Et la délinquance, il n'y a qu'une seule définition. La délinquance, ce n'est pas une catégorie de la population, ce n'est pas un groupe de personnes particuliers qui auraient des signes distinctifs et il suffirait de les identifier pour savoir que c'est eux. Ça, c'est une connerie absolue, c'est de la connerie en barre. C'est valable pour tout d'ailleurs. Voilà. Et toutes ces histoires derrière de profiling, de deviner à l'avance parce que la grille statistique donnera tous les machins, pur scientisme ridicule. Du tout. La délinquance, il n'y a qu'une seule définition, elle est juridique, c'est le fait d'enfreindre la loi. Point. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, quel que soit ton métier, quel que soit ton milieu social, tous les gens qui enfreignent la loi sont délinquants. Et il y a de la délinquance partout, dans tous les métiers, dans toutes les professions. Nous, on le sait en sociologie depuis les années 30, depuis qu'un grand sociologue américain qui s'appelle Edwin Sutherland a popularisé ce concept de white collar crime, la délinquance en col blanc. C'est le col blanc du cadre par opposition au bleu de travail de l'ouvrier, pour dire la délinquance, c'est pas que les pauvres. Et c'est pas parce que quand vous allez en prison, vous trouvez que des pauvres, peut-être que c'est parce qu'on les a filtrés pour mettre que ceux-là en prison. Voilà. Bon. On est le 8 mai 2024, il y a un ancien président de la République française qui a été condamné à de la prison ferme, et qui continue à se balader ces derniers jours. Il a fait une dédicace de livre à tel endroit. Il se trouve que l'autre soir, pour accompagner mon fils et quelques-uns de ses amis, j'ai regardé à la télévision un match de foot. Et le président de la République condamné à la prison ferme, qui devait être en prison, je l'ai vu dans les tribunes du stade de foot en train de siroter son truc, à côté de l'émir du Qatar qui finance le club de football en question. Voilà. Donc, ça, je le sais de par mon métier depuis longtemps. Et dans le manuel que j'avais écrit il y a quelques années pour mes étudiants, Sociologie de la délinquance, ça correspondait à mon cours à la fac, il y a tout un chapitre sur la délinquance des élites, qui est lui-même divisé en deux parties, les élites politiques d'un côté, les élites industrielles de l'autre. Et au chapitre des élites industrielles, il y a des sous-chapitres où je passe en revue certains domaines, et en particulier deux, parce que c'est des besoins humains fondamentaux, l'alimentation et la santé. Et dans ces deux domaines, je montre les comportements délinquants, des entreprises, des industriels. Et donc, le fait que des gens comme Monsieur Pfizer, Monsieur Merck, pour désigner c'est une métaphore, désigner l'entreprise évidemment, soient des délinquants récidivistes, je le savais déjà, puisque je l'avais déjà écrit dans mon manuel. Voilà. Les petits tableaux avec les condamnations, les machins, tout ça je le savais déjà. Donc finalement, il suffisait plus que d'assembler un petit peu tout ça, et pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et le point, donc ça c'est tout ce qui peut permettre de comprendre pourquoi j'étais préparé plus vite que beaucoup de mes collègues manifestement à comprendre ce qu'on avait sous les yeux. Voilà. Et le dernier truc, c'est que j'ai pas, du fait sans doute de ce recul, j'ai pas du tout plongé dans le piège qui a été tendu à tout le monde et dans lequel l'immense majorité de mes collègues a plongé les deux pieds devant, qui était la diversion Raoult. La diversion Raoult, voilà. Qui est une stupidité sans nom, et en sociologie on devrait le savoir. Enfin, depuis quand, pour trancher une question de politique publique aussi fondamentale, parce qu'on était censés tous mourir, machin, c'était quand même gravissime, depuis quand la bonne question c'est de savoir si ce monsieur est crédible ou pas, si on l'aime ou si on l'aime pas. Enfin, c'est d'un ridicule à pleurer. Et encore aujourd'hui, on est en 2024, j'ai encore eu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, une discussion avec un collègue
qui comprenait toujours pas ça. Il dit oh bah, je comprends pas, tu soutiens toujours Raoult. Je dis mais putain c'est pas vrai, ça fait 4 ans que j'essaie d'expliquer. On se contrefout de la personne de Didier Raoult. Ce qui était important, c'est d'entendre ce qu'il disait en termes de santé publique. Voilà. Et on se fout de savoir si le mec qui dit ça, il est jaune, il est vert, il est noir, il est jeune, il est vieux, il a l'air sympa ou il n'a pas l'air sympa. Enfin, faut voir le niveau des arguments. Edwy Plenel, le type qui m'a censuré Mediapart, machin, soi-disant défend les intellectuels critiques, lanceur d'alerte, machin. Ah oui, Raoult, en gros, c'est un salopard, c'est un gros mandarin. Sérieux, gars, mais d'où tu sors? Enfin, dans les facs de médecine, il n'y a que ça, des mandarins. Puis pas qu'en médecine, enfin. Et alors, c'est pour dire, tout ça est d'une dramatique banalité, on s'en contrefout en fait. L'important, c'est de savoir si ce qu'il dit est pertinent ou pas en termes de santé publique. Bon, voilà. Donc, j'ai pas plongé là-dedans. J'ai évidemment pas plongé dans l'autre bêtise, mais j'ai des visages en tête de collègues, sociologues, directeurs de recherche au CNRS, qui viennent t'expliquer que, je cite toujours ce cas-là parce qu'il est tellement énorme à la machine à café, un collègue pas loin de la retraite, qui a une très longue expérience critique, ancien militant d'extrême gauche par ailleurs, machin, bref, tout ce qu'on pourrait penser être prêt pour bien raisonner, bien exercer son esprit critique, et qui te dit que je revois après un premier débat. Et le jour où je le revois, je lui avais amené quelques photocopies d'articles pour qu'il lise des choses, des études médicales sérieuses, c'est-à-dire faites par des gens qui ne sont pas payés par l'industrie par ailleurs. Je lui amène ça, il me dit laisse tomber, je ne veux même pas en parler. Je dis pourquoi? Eh bien, t'as pas vu ce qu'a dit Trump il y a 2 jours sur hydroxychloroquine? Je dis je m'en bats les couilles de ce qu'a dit Trump, enfin c'est pas le sujet. On s'en fout, on s'en contrefout. C'est-à-dire qu'en fait, on a politisé les médicaments. Et je voyais des collègues sociologues de gauche dire Raoult est un connard parce que l'hydroxychloroquine est de droite. Mais c'est pas possible. Vous ne méritez pas vous méritez pas les titres et le salaire, c'est pas possible. Et si, ça a fonctionné comme ça, j'ai vu ça. Mais parce que derrière, sans doute, on a des gens qui étaient pris par la peur, pris par tout ça, donc qui ne savaient plus penser. C'est terrible. Laurent, alors, entre le froid, le chaud, en tous les cas, on voit ta passion quand tu t'exprimes. Et ce que je retiens, moi, c'est qu'on parle souvent des conflits d'intérêts. Mais il y a un autre conflit dont on va peut-être en parler plus, c'est le conflit émotionnel. Et effectivement, peut-être que la grandeur d'un anthropologue ou d'un sociologue, c'est justement de prendre de la hauteur et de faire abstraction de ses propres émotions. Parce que si on essaye non plus de convaincre, mais si on essaye d'argumenter un fait avec de l'émotion, de la colère notamment, c'est pas qu'on n'est plus crédible, c'est qu'on n'est plus entendu. Donc Laurent, je te remercie beaucoup. C'est moi. Tu es un sacré bavard, et des bavards comme toi, on en réclame, notamment dans le débat public. Vous voyez, le Bécos, c'est ça. Les Bécos, c'est de faire parler des gens, alors connus en l'occurrence aujourd'hui, mais parfois des gens totalement inconnus. Vous les reverrez dans le tome 1 de ces Bécos. Merci à vous et à très vite pour un Bécos, Bicos, pourquoi, comment, pour un prochain épisode. Au revoir.